Les Vendéens sont plutôt de mauvais conducteurs, c'est ce que nous disent les chiffres récents de l'accidentologie en Vendée. Qu'en est-il du public des seniors? Depuis plusieurs années déjà, il existe des stages de sensibilisation à destination de ce public. C'est le sujet de notre émission, bienvenue dans l'air de rien. Émilie, Delphine, bonjour. Bonjour. Deux chroniqueuses dans l'émission cette semaine. On fera une première parenthèse avec vous, Émilie, sur une opération qui existe depuis un petit moment. C'est ça, plusieurs années, qui s'appelle Jouons la carte de la fraternité. Voilà, donc il s'agit d'envoyer des cartes pour interpeller les Vendéens, entre autres. Des inconnus, envoyés au hasard. Voilà, très bien. Delphine, on terminera l'émission avec votre chronique culturelle. Oui, une exposition de Valère Novarina, qui est un auteur de théâtre plutôt, et là qui offre une rétrospective au musée de l'Abbaye de Sainte-Croix d'Olonne, et c'est assez exceptionnel. C'est vraiment une très très belle expo à ne pas rater. Donc il faudra retenir les dates, très bien. Ouais. Avec nous aujourd'hui et toute la semaine pour l'émission, Jean-Pierre Graton. Vous êtes délégué à la prévention routière en Vendée. Alors la prévention routière, c'est une association nationale et qui a des antennes un peu partout en France, et dont la mission, c'est de sensibiliser les conducteurs. Entre autres. Entre autres, ouais. Et vous organisez, vous êtes le délégué qui anime les stages de sensibilisation à destination des seniors. Les seniors, oui, tout à fait. Alors, si ces stages existent, est-ce que c'est parce que les seniors conduisent plutôt pas bien? Alors ça, c'est une fausse idée qui est répandue. Bon, les seniors conduisent pas plus mal que les autres. Ouais. Et en termes d'accidentologie, la courbe de l'accidentologie montre qu'il n'y a pas plus de victimes chez les seniors. Encore qu'il y a une petite remontée après 80 ans. Mais est-ce qu'ils sont responsables? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, pas plus. En revanche, ils sont assez victimes parce qu'il y a une certaine fragilité chez les seniors qui fait que, en pourcentage de victimes d'accidents et de tués parmi ces victimes, il y a un pic parmi les seniors. Alors, Mais on ne peut pas dire que les seniors sont, alors, de façon la population générale... vieillit, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il va falloir faire plus de stages parce qu'on va être plus en danger, parce qu'il va y avoir plus de retraités sur la route. En revanche, quand même, il y a un besoin chez les seniors de se remettre à niveau, de se rassurer. La génération des 70 ans maintenant a passé le permis il y a plus de 50 ans, donc il y a eu énormément d'évolutions dans ce domaine. En termes de signalisation, en termes d'infrastructures, en termes de véhicules. Beaucoup en plus en Vendée, les infrastructures ont beaucoup évolué. Et en Vendée notamment, les infrastructures ont énormément évolué. Donc il y a ce besoin de se remettre à niveau, de se rassurer, de rassurer aussi les autres. Quand on dit les autres, c'est quoi? C'est l'entourage. Oui, ouais. l'entourage, oui. Donc les gens qui viennent, on va expliquer comment ça se déroule, mais les gens qui s'inscrivent au stage de sensibilisation que vous animez, c'est pour rassurer l'entourage et parce qu'eux-mêmes se sentent un peu fébriles ou... Oui. Alors, c'est une démarche volontaire. Alors, les stages, mes interlocuteurs sont les responsables des clubs seniors, les municipalités, mais on ne peut pas imposer ces stages-là. D'ailleurs, en France, on n'a pas imposé de stage de sensibilisation obligatoire pour cette catégorie. Donc, c'est une démarche volontaire. De là, forcément, ce n'est pas forcément ceux qui en auraient peut-être le plus besoin qui vont venir. Je suis bien conscient que ceux qui ont des réticences ou des lacunes, des grosses lacunes au volant, vont avoir quelques réticences à les montrer. Mais c'est peut-être cette population-là qu'il faudra ils ont toucher. quelques réticences parce qu'ils ont peur finalement de la conséquence qu'on s'aperçoive. Il y a sûrement ça, mais c'est pour ça qu'en termes de communication, il faut les rassurer. Ces stages ne sont pas là, ce ne sont pas des stages sanctions. On n'a pas le pouvoir de leur retirer leur permis. L'objectif principal de ces stages, il est très simple. L'objectif général, c'est de les aider à prolonger l'autonomie au volant et faire en sorte que cette autonomie se fasse en toute sécurité. Oui, parce qu'un des enjeux quand même, c'est de garder l'autonomie. Voilà, la voiture, et notamment dans notre département rural, la voiture est un élément indispensable. Enlever la voiture à quelqu'un, c'est l'isoler, c'est presque le condamner. Alors on y reviendra sur cette question, comment est-ce qu'aborder quand on perçoit que son parent âgé a certaines limites. Alors, ces stages, généralement, c'est les associations qui font appel à vous. Oui. Voilà, on aimerait... les associations ou les responsables des municipalités, les adjoints qui sont plutôt chargés de ça, donc qui mettent sur pied ces stages-là. Alors il y a plusieurs types de stages. Il y a des opérations ponctuelles où je vais intervenir sur un sujet bien particulier en une seule séance. Et puis on va aller jusqu'à des stages complets, là, où on va vraiment aller à fond, avec 3 séances théoriques de 2h30, 3 heures, où on revoit tout.
Et puis on terminera par une séance pratique à l'occasion de laquelle les stagiaires passeront sur un simulateur de conduite et même subiront, entre guillemets, un audit de conduite avec un moniteur auto-école. D'accord. Donc là, c'est quelque chose de Et complexe. si on s'aperçoit que c'est... effectivement, il faudrait une petite remise à niveau ou... Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il y a un besoin. Ils ont tous passé leur permis largement au siècle dernier, Ouais. Notamment en termes de signalisation. Il y a des nouveaux panneaux, et ça c'est important. Alors, j'évoquais encore il n'y a pas très longtemps, j'avais peur que cette séance de révision de la signalisation soit un peu fastidieuse, et en fait ils sont très friands de revoir toute la signalisation. Et quand... après, je leur dis, quand ils me disent « Ah mais monsieur Gratton, vous savez, depuis qu'on a refait la révision des panneaux, maintenant on les voit sur le bord de la route. » Et là, je suis un peu rassuré, je me dis « Bon, j'ai pas perdu mon temps, quoi. » Alors il y a ça, et ensuite, il y a toutes les nouvelles infrastructures. Alors, un des points particuliers sur lesquels il faut insister, c'est les giratoires. Alors les fameux giratoires, bon, c'est vrai, là aussi en Vendée, on est richement équipés. Hein. Oui, on est bien équipés, oui. Alors, les giratoires, c'est vraiment accidentogène le giratoire ou... Non. Non, il n'y a pas d'accident dangereux. Bon, il y a quelques, il y a quelques, comment dirais-je, accrochages, hein, ça peut arriver, mais très rare. Non, les giratoires, l'objectif des giratoires était même un objectif de sécurité, c'était faire en sorte que ça ralentisse la vitesse, et puis que ça fluidifie aussi le trafic. Je pense que dans ce sens-là, même si on en a peut-être fait un peu trop, je pense que les giratoires ont rempli leur mission. Le problème, c'est qu'il y a une façon de les emprunter qui il faudrait n'est que tout le pas monde toujours... ait la même, en plus. Oui, il faudrait que tout le monde ait la même, et qui n'est pas toujours très facile pour des seniors, surtout quand il y a un trafic très dense sur ce giratoire. Et ça, c'est quelque chose qui crispe particulièrement les seniors, le giratoire. Oui, oui, tout à fait. On leur donne quelques méthodes. Vous savez, les giratoires, il y a plusieurs voies. Et quand vous êtes sur la voie la plus proche du terre-plein central et que vous devez sortir, alors là, ça pose parfois des problèmes. On peut faire plusieurs tours. Donc, alors on leur donne quelques conseils. Et puis, sur l'utilisation des clignotants, qui c'est primordial. Et ça les rassure. Oui. Et Émilie, vous connaissez, vous, les règles pour le giratoire, clignotant à droite, clignotant à gauche? Oui, normalement. Oui, normalement, mon permis n'est pas très très loin encore, mais je comprends le stress que ça doit être pour pour ces personnes-là. Enfin, moi, la difficulté, c'est de se rabattre s'ils ont pris une voie un peu plus centrale. C'est pour ça qu'on dit si vous avez vraiment quelques appréhensions, restez sur la voie de droite. Et après, surtout, ce qui est très important, c'est la bonne utilisation du clignotant. Pour indiquer à l'autre. Voilà. On va revenir sur cette idée aussi de l'environnement et de la tolérance, plus ou moins, des voilà. Oui. Émilie, vous allez reprendre la parole pour votre présentation sur cette opération avec une série de cartes sur la solidarité. Oui. Alors Émilie, cette opération s'appelle « Jouons la carte de la solidarité ». Fraternité. De la fraternité, pardon. C'est bien quand même. Ça aurait pu être ça. Alors expliquez-nous, de quoi il s'agit. Alors, c'est une opération nationale, donc voilà, ça se décline aussi en Vendée. C'est assez simple, en fait. À la fédération, on a, nous, des visuels... Fédération des Overlaid, enfin la Ligue de l'enseignement pour laquelle je travaille, voilà, on a des visuels qu'on met à disposition de toutes les associations, les écoles, les accueils de loisirs, etc., qui veulent s'approprier ce dispositif-là. Voilà, les supports sont gratuits. Il y a 6 visuels qui changent chaque année, mis en place par des photographes. Alors là, c'est tendance floue cette année. Les visuels sont... alors c'est très contemporain et puis c'est très actuel et c'est forcément, ça va dégager des thématiques de solidarité, de vivre ensemble, de fraternité. Le but, c'est d'analyser l'image, de la travailler, le plus souvent avec les enfants. Et au dos, il y a un petit espace, voilà, pour que ensuite, les enfants puissent écrire un message qui soit solidaire et puis qui vienne d'eux, voilà, qui soit très simple finalement. Les enseignants aiment bien parce qu'ils travaillent aussi, ça leur permet, par exemple, s'ils sont sur la poésie, de faire des petits poèmes, enfin voilà, ils s'adaptent aussi. Exactement. Et la particularité du dispositif, c'est qu'ensuite, une fois que ces cartes sont écrites, les enfants piochent au hasard dans l'annuaire de la Vendée quelqu'un et ils envoient cette carte à un destinataire inconnu. C'est le principe de la bouteille que l'on jette à la mer et les enfants ensuite espèrent avoir une réponse puisqu'il y a une possibilité pour la personne qui l'a reçue de répondre ensuite à l'enfant qui lui a envoyé le petit message de fraternité. D'accord. Voilà.
Est-ce que les gens répondent systématiquement ou c'est... Non, alors franchement, il n'y a pas tant de Mince. retours que ça. Donc, après cette chronique, il faut que tous ceux qui vont... Alors d'ailleurs, elles sont parties quand, ces cartes, ou elles vont bientôt Alors, partir? elles partent pas tout de suite, elles peuvent partir un peu tout le temps. Maintenant, il y a une grosse opération qui est lancée le 21 mars, puisque ce sera la journée nationale de lutte contre le racisme. Donc le but, c'est que tout ça parte le même jour pour faire un envoi symbolique. C'est ce qui est fait en tout cas par les enseignants. L'année dernière, il y a 1300 cartes qui sont parties en Vendée. On peut faire encore beaucoup mieux, à mon avis. Donc c'est le 21 mars que ça se passe. Donc après, dans Boba Autolette, ça va arriver. Donc si on reçoit cette carte qui est très bien identifiée, Oui. il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de question à se poser. Non, et puis en plus, il y a un petit texte explicatif qui explique bien la démarche et très pourquoi est-ce que la personne a reçu. Et l'adresse de retour est indiquée, évidemment. L'adresse de retour est aussi indiquée puisque nous, on centralise et on redispatche ensuite vers les structures qui vont participer au dispositif. D'accord, pour Voilà. qu'il y ait un vrai retour. Très bien, merci. Bah, écoutez, on espère tous recevoir ouais. une carte. Ça vous est jamais arrivé, monsieur Graton? C'est vrai que si j'avais reçu ça, je me serais Bien dit, sûr. mais Voilà, il y a une erreur. Donc il faut qu'il y ait une certaine communication sur le principe. Exactement, c'est ça. Très bien. Mais c'est Eh bien, on ouais. retourne justement avec vous, monsieur Graton, sur les stages de sensibilisation à destination des seniors. Donc, On pourrait utiliser ces cartes-là pour peut-être aussi des messages. hein, Oui, de prévention. Alors, on disait les ronds-points créent des Oui. crispations, ouais, des Oui. difficultés. Les Ah. panneaux, les nouveaux panneaux. Nouveaux panneaux, oui. Ouais. Il y a vraiment des nouveaux panneaux qui... Oh là là, il y en a assez peu, mais Ouais. hein, Je suis incapable de vous pour dire. exemple, il y a autour de la place Napoléon, il y a des zones de rencontre. Hein. Des Eh ben, zones il y de a- rencontre. Oui, oui, je ne savais même pas ce que c'est. Bah, j'ai une idée, mais ça ne doit pas être la même chose. Ça fait partie des nouveaux panneaux. C'est un panneau rectangulaire sur fond bleu avec 3 figuratifs dessus, un piéton, un cycliste et une voiture. Ah, c'est qu'en Et plusieurs une modes de vitesse, transport. une vitesse limitée à 20 km/h. Hein, zone de rencontre. Ça fait déjà un certain temps, même quelques années que c'est en place. Donc quand on ne connaît pas un panneau, on ne le voit pas finalement. Oui. Oui, puis même parfois, même ceux qu'on connaît, on ne les voit pas toujours, parce que l'attention est attirée par autre chose. Par quoi. autre On a, après des années de conduite, on a adopté ce qu'on appelle la conduite utile, c'est-à-dire qu'on fait abstraction de pas mal de choses de l'environnement. C'est pour ça que ces stages de sensibilisation sont là pour... Alors, Alors, Delphine, il y a des nouveaux panneaux, oui. il y a des... Enfin, qui ne sont pas vraiment des nouvelles infrastructures, on a évoqué les giratoires tout à l'heure, mais il y a les autoroutes et les 2x2 voies, donc il y a une manière de conduire dessus qu'il est bon de connaître, hein, et pour conduire, peut impressionner. disons... les 2x2 voies, les autoroutes sont des voies quand même très sécurisées, ou les plus sécurisantes, dès lors que les gens sont censés rouler dans le même sens, hormis dans des cas particuliers comme l'autre jour. Hein, L'autre jour, on parlait du carambolage oui, à La Rochelle. ça limite passablement les risques d'accident, mais pour autant, on s'aperçoit assez régulièrement que là, c'est souvent des personnes âgées qui prennent les 2x2 voies ou les autoroutes à contresens. On demande pourquoi, quoi. Voilà. Et puis Donc, aussi le manque de vigilance, le Voilà. comportement de Absolument. toutes les générations. après, bon, tous les problèmes d'insertion, de conduite sur autoroute sont évoqués à l'occasion de ces stages, donc il y a ça. Après, on aborde aussi les problèmes liés à l'âge, hein, au vieillissement, à l'évolution physique, physiologique. Alors là, oui, donc c'est prouvé que physiquement, il y a des évolutions physiques qui peuvent perturber ou limiter... Ah bah évidemment. Vous savez, capacité. Ouais. vous verrez, quand vous aurez une soixantaine d'années, vous courrez moins vite que maintenant. Oui. Hein, donc, Et au volant, alors ça veut dire au quoi? volant, non, le grand principe de la conduite, c'est l'anticipation. Hein, l'anticipation, c'est le temps de réaction. Hein, face à un obstacle, donc il faut réagir très vite. Et ce temps de réaction, il s'allonge avec l'âge. Donc D'accord. voilà. Donc, Même si on a l'expérience de la route, finalement. même si on a l'expérience de la route, oui. Hein, donc, Alors là, Delphine, donc, vous avez rencontré un couple du sud Vendée, Oui, qui a fait Saint-Michel. Saint-Michel-en-Lerme, qui a fait un stage via les formations famille rurale. Oui, parce qui qu'il fait y a la également- prévention routière, mais il y a aussi d'autres organismes. Ah ben, il y a d'autres organismes, vous savez, il y a C'est du boulot pour tout le monde dans tant ce mieux. domaine-là. Tant mieux. Je pense Et que- effectivement, madame m'a dit que c'était les ronds-points qui étaient un peu source. C'était anxiogène pour elle, les ronds-points, parce qu'elle ne savait pas forcément quand sortir Ouais. ou quand Même mettre quand son son mari temps. n'est pas à côté, en fait. C'est anxiogène. Oui, effectivement. Ouais. Et ils ont fait le stage tous les deux. Tous les deux ont fait le stage. Dans un groupe, mais Oui. tous les deux sont Ils inscrits. étaient une vingtaine de personnes. Tous les deux sont inscrits parce que, comme ils disent, on voyage en camping-car et en fait, on se partage la route. Donc voilà, c'est à 50-50, on est tous les deux. Et lui a fait en plus l'audit de conduite que madame n'a pas fait. Dans ce que vous évoquiez, là, Oui. la dernière partie. Et c'était en centre-ville. En fait,
beaucoup de Vendéens ont quand même l'habitude de rouler hors agglomération. Et en agglomération, eux, ce qu'ils me disaient, c'était un peu compliqué. Et là, il s'est aperçu qu'il collait un petit peu trop les voitures. Et par exemple, il y a une petite chose, il disait, le moniteur nous a dit, en fait, pour ne faut pas être trop à touche-touche en centre-ville, il faut voir toujours le bas du pneu de la voiture de devant. C'est bien ça? C'est vrai, c'est vrai. Voilà, un petit truc, et je me suis dit, c'est une bonne idée, ça. Oui. Des petits trucs qu'on leur, Oui. on leur Au moins, rappelle. oui, ouais. C'est vrai que la conduite en ville, là, doit mobiliser, j'allais dire encore davantage tous les sens. Il y a beaucoup d'informations en même temps. Oui, c'est vrai que souvent il y a des seniors qui ne vont plus en ville. Hein, oui, alors que pour des raisons médicales, on est souvent amené à aller à Nantes, par exemple, alors que ça devient... À Nantes, il vaut mieux quand même laisser sa voiture au parking relais et prendre ensuite les transports en commun. Quel que soit son âge. Quel que soit son âge, oui. Alors, oui, vous avez Oui, coupé. vous vouliez me poser une question? Oui. Alors, en fait, vis-à-vis des autres conducteurs, parce que on entend souvent les plus âgés dire que les jeunes ne conduisent pas bien, et puis les plus jeunes dire qu'on devrait retirer le permis. C'est le conflit générationnel, ça, ouais. mais on parle parfois aussi de mettre un S pour disons, ça avait identifier été les évoqué. seniors. Il ne faut quand même pas exagérer, quoi. Bon, Ce serait trop stigmatisant? Oh oui, je pense, oui. Ouais. Et puis il y a peut-être des gens qui Non, sont... mais il faut être tolérant sur la route. Il faut adopter ce qu'on appelle la conduite tranquille. Hein, la route, c'est un espace à partager, donc bon... Donc ça veut dire que quand on repère que c'est une personne plus âgée ou âgée qui est au volant, il faut faire preuve de tolérance et dire je sais que son créneau est un peu plus de temps. Voilà, s'il roule un peu moins vite, là, il a raison, quoi. Donc, ouais. Les excités, ce sont toujours de mauvais conducteurs. Ce sont toujours de mauvais conducteurs. Alors, on ne l'a pas évoqué encore, mais on sait que les principales causes d'accidents en Vendée, mais aussi ailleurs en France. Au niveau national, oui, c'est l'alcool et la vitesse. L'alcool et la vitesse, plus récemment les smartphones. Et les smartphones aussi, après, ça, oui. Téléphone, smartphone, oui. Est-ce que ce sont les mêmes... Non, pas du tout. Les seniors sont un peu ça concerne très très peu les seniors. La génération qui va venir, senior peut-être, qui a déjà cette habitude d'utiliser les nouveaux moyens de communication, mais non, les seniors actuellement, non. Alors, ils sont très sensibles, même s'ils aiment bien boire un petit coup, et ils ne boivent pas quand ils conduisent, très rarement. Il y a forcément quelques exceptions. Ensuite, c'est pas un âge où on prend des risques avec la vitesse, donc c'est pas du tout les mêmes facteurs identifiés de cause des accidents. Alors après, c'est une attention qui est un petit peu qui est altérée. Après, c'est les infrastructures qu'on a évoquées, les giratoires, les autoroutes. C'est la fatigue, la prise de médicaments. C'est ça, surtout, les facteurs identifiés comme cause des accidents chez cette catégorie de la population. Alors, un cas de figure qui est assez fréquent, on a son parent âgé qui a encore sa voiture, on se dit... elle continue de sortir un peu de temps en temps, mais ça inquiète, voire même on se demande est-ce qu'il ne faudrait pas suggérer d'arrêter de conduire. Alors ça, c'est toujours la question qu'on se pose. Alors, on l'évoquait un petit peu tout à l'heure, on n'a pas encore imposé des visites systématiques d'aptitude pour les seniors. C'est dans les cartons ou il n'y a rien qui présage? On en parle de temps en temps, mais je pense qu'électoralement, ce n'est pas très porteur. Donc, vous aimeriez, vous? Non, pas forcément. Non. On s'aperçoit que dans les pays où c'est mis en application, les résultats ne sont pas forcément meilleurs. Hein. Et puis on préfère que ça se règle au niveau familial, comme c'est le cas dans 90% des cas. Alors parfois, j'ai eu effectivement j'ai été sollicité parfois pour donner mon avis. J'ai été sollicité par des personnes qui me disaient je suis parti avec ma maman ce matin faire les courses, j'ai eu la peur de ma vie, et puis en rentrant, je lui ai dit il est temps de raccrocher les clés. Puis ça a été le drame, quoi. Oui, on imagine. C'est violent, oui. Alors... comment on peut faire pour que ça se passe? Alors, il y a quand même des possibilités, quand on est rendu à cette extrémité-là, parce que là, on est vraiment au bout, on considère vraiment que la personne est inapte à la conduite, extrêmement dangereuse, non seulement pour elle, mais surtout pour les autres. Il y a une possibilité, on a toujours la possibilité de demander à ce que soit convoquée la commission médicale d'aptitude par le préfet, de la préfecture, et qui pourra statuer sur ce cas. Donc là, c'est un cas, on va dire, extrême. Extrême. Sinon, c'est quoi? Alors, sinon, on peut conduire longtemps en adaptant sa conduite à cette évolution, disons, physique et physiologique qu'on évoquait tout à l'heure. D'abord, il faut conduire, tant qu'on est en bonne santé et tout ça, il faut conduire de façon très variée, aller partout, continuer.
Et puis après, bon, quand vraiment on aura eu vraiment une baisse significative en matière de capacité physique, il faudra adapter cette conduite. On évitera de conduire de nuit, on évitera de conduire quand il y a du brouillard et de la pluie, quand il y a du verglas. On évitera de conduire en consommant de l'alcool ou en mangeant trop. Hein. Et puis, on évitera d'utiliser des infrastructures complexes. Et puis, en dernier ressort, on choisira peut-être un seul itinéraire pour aller soit à son club, soit à sa grande surface. Et puis après, en dernière extrémité, il faudra raccrocher les clés. C'est là que, oui, c'est parfois difficile. Peut-être par l'entremise du médecin généraliste ou qui Alors, peut... on conseille toujours de demander l'avis du médecin généraliste, mais le médecin généraliste rarement ne prendra une décision disant « je vous interdis de conduire ». D'ailleurs, il n'en a pas le pouvoir. Émilie, vous avez une question? Oui, j'avais plutôt une question pour que je puisse un peu cibler combien de sessions en fait, ça représente par exemple par an en Vendée. Est-ce qu'il y a des zones géographiques en Vendée où il y a plus de sessions que d'autres? Où il y a plus de sessions de Est-ce qu'il y a des zones qui sont des zones du département qui sont plus vigilants et qui font plus souvent appel à vous? Alors, on évoquait les interlocuteurs. Effectivement, je travaille beaucoup sur Saint-Jean-de-Mont avec un club qui sont très dynamiques. J'ai fait des stages sur le bocage des herbiers aussi, c'est très dynamique. Et je dirais que c'est fonction un petit peu du dynamisme des responsables des clubs. Plus que des réels besoins. Plus des réels besoins. Après, il y a des municipalités aussi qui font d'énormes efforts. Et après, c'est pour faire venir les gens, c'est la communication. C'est bien leur dire que ce ne sont pas des stages sanctions. Et puis après, je dirais le meilleur vecteur de communication, on l'évoquait tout à l'heure, c'est le bouche à oreille. Ceux qui sont passés par ces stages-là en sortent en général très satisfaits et rassurés finalement. Et rassurés. Et peut-être avec une parole pour les autres de sa Tout famille. à fait. Très bien. Bien sûr. Bon, j'espère qu'aussi cette émission va contribuer à interpeller les gens et à venir vers vous ou vers d'autres réseaux. Donc on affiche les coordonnées de la prévention routière. Donc il suffit d'appeler pour prendre des renseignements et éventuellement vous rencontrer. Le comité, oui. Voilà. Oui. Et on va terminer cette émission avec la chronique de Delphine Blanchard sur un franco-suisse qui expose actuellement en Vendée, qu'il ne faut pas louper. Il s'appelle Valère Novarina. Oui, Valère Novarina, peut-être que vous en avez entendu parler, parce que c'est un auteur de théâtre assez connu et reconnu, qui a notamment, pas mal de ses pièces sont passées à Avignon en 2015, et ça a fait un petit peu résonance. Et c'est un auteur de théâtre et qui peint également, et qui a toujours peint en fait ses décors de théâtre. Voilà, sur scène, vous pouvez voir ses œuvres déjà. Et donc là, c'est une véritable chance en Vendée d'avoir toute cette rétrospective. Il y a plus de 2000 dessins, enfin, c'est vraiment quelque chose de très très gros. Un franco-suisse qui est auteur de théâtre, pourquoi en Vendée? Parce qu'il fait partie de ce qu'on peut appeler l'école de l'art brut. Donc, au Sable d'Olonne, si vous connaissez le musée de l'Abbaye de Sainte-Croix, il y a beaucoup d'œuvres de Chessac et de Dubuffet. Et il y a une filiation avec ces deux peintres-là et avec Valère Novarina. Et notamment, Valère Novarina, il a eu une énorme correspondance, il a beaucoup écrit à Jean Dubuffet à la fin de sa vie. En fait, Jean Dubuffet lui a un peu passé le relais, passé le témoin, et lui a dit « Allez, bon, voilà, maintenant, c'est à toi un peu de porter la parole de l'art brut. » Donc aujourd'hui, que Valère Novarina, le franco-suisse, se retrouve au Sable d'Olonne, ça finalement, c'est une évidence, et c'est une vraie chance, parce que Valère Novarina, il a mis du temps à assumer en fait le fait d'être peintre. Voilà, en France, on aime bien être dans des cases, notamment en termes de culture. On est musicien ou on est peintre ou on est auteur. Et là, lui, il est très très content de montrer un peu ce qu'il a fait, parce que en plus, pour lui, c'est d'une évidence. Par exemple, un jour, il n'arrivait pas à écrire, donc ça sortait pas du tout. Et il s'est dit, alors vraiment, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Et finalement, il est allé faire un petit tour et c'est sorti par le dessin. Ah, il s'est mis à dessiner. Il s'est mis à dessiner comme ça. Et les mots qu'il mettait d'habitude dans ses œuvres sont sortis par le dessin. Et ce qui fait que tous ces dessins
on retrouve des choses un peu de langage. Par exemple, il y a des dessins, il y a 3 personnages qui s'appellent les êtres humains, mais en un seul mot, être humain. On a un enfant handicapé qui s'appelle l'enfant moteur avec des roulettes. Donc ces dessins sont très... Et à l'abbaye de Sainte-Croix, c'est des dessins? Des dessins et les peintures. Donc les dessins, moi je vous conseille d'aller avec vos enfants, ils vont adorer parce qu'ils sont vraiment très très drôles. C'est plein d'humour, c'est cocasse, c'est un peu enfantin, mais vraiment c'est très très beau. Et il a aussi toutes ses peintures. Alors là, les peintures, elles sont un peu plus violentes, un peu plus noires. Donc c'est un auteur qui quand même est engagé, qui dit des choses assez importantes, qui peint la figure humaine. Donc la figure humaine, elle n'est pas toujours toute rose. Donc vraiment, c'est assez drôle de voir ça, ces dessins qui sont avec ce petit trait gentil, enfantin, un peu naïf, et puis les peintures un petit peu plus lourdes. Mais il y a tout ça, et donc voilà, vous allez pouvoir voir vraiment l'étoffe de ce peintre-là. C'est à partir du 5 février, et c'est jusqu'au 28 mai, donc il y a le temps. Il y aura aussi le dimanche, certains dimanches, notamment le 18 février, il me semble, ou le 19 février, des visites guidées. C'est toujours très bien de faire une petite visite guidée. Puis au Sable d'Olonne, c'est toujours sympa d'y aller. En plus, c'est un très très beau musée. Et puis là, je pense que vous allez voir la résonance avec les œuvres de Chessac et les œuvres de Dubuffet. C'est vraiment très 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 beau. Et on retrouve l'interview de Valère Novarina dans le numéro de Racine de février. Oui. Alors, ça me fait toute transition trouvée pour vous présenter la une du numéro de février de Racine avec Christine Delaveau, qui fait partie du cercle généalogique de Vendée qu'on a accueilli dans cette émission. Merci à chacun d'entre vous. Bonne route, monsieur Graton. Merci. Bonne route aussi à Émilie et à Delphine. Et à la semaine prochaine. Bonne route à vous.